Jean-Marie Braun, la charte de l'olympisme prône une vision apolitique du sport. Lorsqu'on lit votre livre, c'est quelque chose que vous mettez radicalement en cause. Oui, en effet, parce que depuis l'origine des Jeux olympiques modernes, le sport n'a jamais cessé d'être politique et politisé et utilisé par les différents politiques. Bernard Tantis, évidemment, c'est l'apothéose dans la mesure où c'est un État totalitaire, raciste, antisémite, belliciste. Bon, là, le rapport était évident. Déjà à cette époque-là, le comité olympique expliquait qu'il ne fallait pas politiser, du côté du boycott, les Jeux olympiques, alors que les nazis, eux, utilisaient consciemment les Jeux olympiques pour leur politique. Bon. C'est une histoire qui s'est répétée tout au long de l'histoire de l'olympisme. On a vu ça en 1980 à Moscou, on le voit aujourd'hui avec les Jeux olympiques de Pékin, en 2008, en août 2008. Où est l'imposture? D'abord, l'imposture, elle est au sein même de la charte olympique, puisque la charte olympique prétend attribuer les Jeux à une ville. Bon, or chacun sait que la ville est toujours une infrastructure, soit la capitale d'un État, et que aussi bien Berlin 36, Moscou 80 et Pékin 2008, mais tous les autres États également, Séoul en 88, les États-Unis, etc., et l'Angleterre en 2012, les États ont intérêt évidemment à organiser leurs Jeux à leur manière. Donc évidemment, c'est en effet la reconnaissance d'un État et d'une politique. En tous les cas, une immixtion, si je puis dire, dans la politique de cet État. Deuxième point, c'est que de toutes les manières, les Jeux olympiques aujourd'hui sont organisés par des forces politiques, économiques puissantes, qui eux aussi ont des intérêts économiques. Je ne parle même pas des multinationales, mais aujourd'hui on sait très bien que la plupart des grands sports de compétition médiatisés sont, disons, pour le moins touchés par le crime organisé. Football, cyclisme, athlétisme, le dopage, la violence, le financement occulte, le blanchiment, etc. Donc tout le monde le sait. Parenthèse, il y a un collègue, Jennings, qui a écrit un ouvrage là-dessus sur la face cachée des Jeux olympiques, c'est assez accablant. Et le troisième point, ce qui me paraît plus intéressant, c'est que les dirigeants olympiques eux-mêmes, c'est les hiérarques du comité olympique, ont leur propre vision politique des choses. Lorsque M. Samaranch a décidé d'attribuer les Jeux à Pékin, c'était dans une vision extrêmement géopolitique, hein, d'expansion du marché olympique en Chine. Et donc, dans tous les cas de figure, le sport est politique. Et un dernier point qui a toujours été, enfin, disons, sous-estimé, c'est qu'on estime que les athlètes n'ont pas à faire de politique. Or, les athlètes sont aussi des citoyens. Ils ont des opinions de gauche, de droite, etc. Et lorsqu'à Berlin, les athlètes juifs allemands ont été, disons, ostracisés, la résistance à cette, disons, répression était un acte politique. Et donc, dire qu'on ne peut pas faire de politique, ça veut dire effectivement accepter les conditions du régime totalitaire. Aujourd'hui, c'est plus subtil, puisqu'on explique, le président Rogge explique précisément, à propos de Pékin, mais c'était la même chose à Moscou en 1980, qu'il ne faut pas protester, il ne faut pas utiliser ou prendre les Jeux olympiques en otage pour protester contre une répression massive des dissidents. C'était à Moscou en 80, la répression au Tibet en ce moment, la politique, disons, criminelle, il faut dire les choses comme elles sont, de l'État chinois par rapport aux minorités ethniques et religieuses. Donc, accepter de se taire, c'est en effet cautionner une politique totalitaire. Voilà. Et donc les athlètes eux-mêmes sont pris en otage, non pas par ceux qui proposent que les athlètes boycottent, mais sont pris en otage par les gouvernements et par le comité olympique, qui est en effet le fourrier de l'État totalitaire. Et c'est ça que je mets en cause, c'est le rôle politique direct d'une mafia multinationale, le CIO, qui se comporte à la fois comme un groupe d'intérêts associés et comme un groupe de pression, un lobby politique pour faire prévaloir ses propres intérêts, parce que le comité olympique a ses propres intérêts économiques, politiques et diplomatiques. Voilà, c'est ça aujourd'hui qui est en cause. Je ne parle même pas du sport, du rapport entre le sport et la politique de manière générale. Les clubs de football sont financés par des municipalités, la Fédération internationale de football a des intérêts politiques, etc., traite d'égalité à égalité avec les États. Tout le sport est politique aujourd'hui. Dans la mesure où c'est d'une part le problème de contrôle dans les États totalitaires ou les États militaires ou les dictatures bananières, le sport est un élément de contrôle des populations et notamment de la jeunesse. On a vu ça en Allemagne nazie, on a vu ça en Union soviétique, on voit ça aujourd'hui à Cuba, au Vietnam, partout. Le sport est un moyen d'encadrement politique des masses, sous l'Allemagne nazie bien sûr, mais en Italie mussolinienne, en France pendant le régime de Vichy et partout ailleurs. Et que par ailleurs, tous les gouvernements, même les plus démocratiques, utilisent les résultats sportifs pour faire valoir évidemment leur politique. On le voit aujourd'hui avec le président de la République française, qui lui-même est paraît-il un sportif. Il court d'ailleurs très mal. Merci beaucoup.